mes parents m'ont interdit de venir à leur fête d'anniversaire. C'était leur 30e anniversaire de mariage. J'ai prétendu que ce n'était pas grave, que de toute façon, j'étais bien trop occupée avec mon travail. Mais quelques heures plus tard, ce confortable mensonge que je me faisais à moi-même s'est brutalement effondré. Ma sœur, Clarisse, a posté une photo sur Instagram. Une longue table fastueuse, des rires, du champagne, et cette légende, écrite en lettres capitales, famille seulement. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai respiré un grand coup. J'ai appuyé sur « j'aime ». Et puis, j'ai commenté, mes doigts tapant avec une précision chirurgicale, « félicitations. L'hypothèque et les impôts sont pour vous maintenant ». 5 minutes plus tard, la publication avait disparu. 30 appels manqués de ma mère illuminaient l'écran noir de mon téléphone. Je n'ai pas répondu. J'étais juste assise là, dans mon petit appartement de Rennes, réalisant que ce n'était pas un oubli. C'était une exclusion délibérée. C'est une histoire vraie, ou du moins, elle l'est pour moi dans ses moindres détails. Avant de plonger dans les détails de cette trahison, j'aimerais prendre une seconde pour me connecter avec vous. J'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, ou peut-être quel pays, vous suivez mon histoire, et juste par curiosité, quelle heure il est chez vous en ce moment. Votre présence, même virtuelle, compte énormément pour moi, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée à ce point de non-retour. Je m'appelle Adeline, j'ai 32 ans. De profession, je suis pharmacien biologiste. Un métier de précision, un métier de vérité. Je passe mes journées penchées sur des microscopes, à analyser des échantillons, à chercher des anomalies, des cellules qui ne devraient pas être là, des vérités cachées dans le sang des autres. L'ironie, c'est que j'étais complètement aveugle à l'anomalie qui rongeait ma propre vie. Depuis 3 ans, très exactement, je payais l'intégralité de l'hypothèque de la maison de mes parents à Angers. Pas une partie, non. La totalité. Ils avaient rencontré des difficultés. Mon père, Hervé, un comptable à la retraite anticipée, avait fait de mauvais placements. Ma mère, Mathilde, coordinatrice d'événements à temps partiel, disait que le marché était difficile. J'étais leur fille, celle qui avait réussi, celle qui avait fait de longues et difficiles études. Donc, j'ai payé. Chaque mois. Le virement était automatique. Une transaction froide, sans question, et surtout, sans remerciement. L'appel était arrivé un mardi soir. J'étais, comme souvent, encore au laboratoire, en train de finaliser une série d'analyses urgentes. Le nom « Maman » s'est affiché sur mon écran. J'ai senti ce nœud familier se former dans mon estomac. Une sorte de fatigue lasse, avant même d'avoir décroché. Les appels de ma mère n'étaient jamais de simples conversations. Ils étaient toujours le prélude à une demande, une plainte, ou une forme de manipulation émotionnelle. J'ai décroché. « Salut maman, je suis encore au travail. Tout va bien ? Adeline, ma chérie. » Sa voix était mielleuse. Trop. Un signal d'alarme immédiat. C'était sa voix de préparation, celle qu'elle utilisait avant de porter le coup. Oh, oui, tout va à merveille. Nous sommes juste en train de finaliser les derniers détails pour la grande fête. Tu te rends compte, 30 ans de mariage. Ce sera au château de Soie, un endroit absolument magnifique, tu verrais ça. Mon cœur s'est légèrement serré. Je n'avais reçu aucune invitation. Aucun save the date. Maman. Je n'étais pas au courant que c'était si imminent. Il y eut un silence. Un silence parfaitement calculé, juste assez long pour me mettre mal à l'aise. Oh, chérie. Reprit-elle, son ton devenant faussement compatissant. C'est là que ça devient si compliqué. L'endroit est magnifique, mais il est si petit. Tellement intime. Nous avons dû faire des choix déchirants. Avec la famille proche, les cousins, les vieux amis qui ont confirmé. Elle laissait la phrase en suspens, me forçant à la terminer pour elle. Je ne suis pas invitée, c'est ça ? Oh, Adeline, ne le dis pas comme ça me brise le cœur. Son rire était aigu, forcé. Ce n'est absolument pas personnel. C'est juste que, eh bien,
Tu es si loin à Rennes, toujours si terriblement occupé avec ton laboratoire et tes analyses. Nous nous sommes dit que tu ne voudrais même pas faire le déplacement, que ce serait une corvée pour toi. Tu comprends, n'est-ce pas? Nous avons pensé à toi. J'ai regardé les résultats d'une analyse sur mon écran. Des chiffres clairs, précis. Une anomalie flagrante détectée. J'ai levé les yeux. Oui, maman. Je comprends. Je comprenais, oui. Je comprenais avec la précision clinique d'un diagnostic que ma mère me mentait effrontément. Intime était un mot de code pour Adeline n'est pas la bienvenue. Nous avons pensé à toi, signifiait, nous préférons que tu ne sois pas là. Merveilleux, s'exclama-t-elle, son soulagement si palpable qu'il en était écœurant. Je savais que tu serais raisonnable. Tu as toujours été la plus compréhensive. Amuse-toi bien avec tes microscopes, ma chérie. Je t'embrasse. Elle a raccroché avant que j'aie pu dire un mot de plus. Je suis restée immobile. Le bourdonnement des congélateurs du laboratoire était le seul son. Je n'étais pas triste, pas encore. J'étais juste vide. Anesthésiée. C'était la conséquence logique, l'aboutissement de des années de ce traitement. Mon métier consiste à identifier les anomalies, les toxines, les cellules qui dysfonctionnent et empoisonnent un organisme. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai passé 32 ans à ignorer l'anomalie la plus évidente, la plus toxique, celle qui vivait et prospérait au cœur même de ma propre famille? Le samedi soir de la fameuse fête est arrivé. J'avais menti à Manon, ma collègue et unique confidente au laboratoire, en lui disant que j'avais des plans. J'avais prévu un week-end tranquille, que j'allais rattraper mon retard sur des dossiers, peut-être commencer cette nouvelle série dont tout le monde parlait. La vérité, c'est que je n'avais rien prévu, à part essayer activement de ne pas penser à eux. Je me suis lancée dans un grand ménage de mon appartement. J'ai frotté, j'ai trié, j'ai réorganisé ma bibliothèque. N'importe quoi pour garder mes mains et mon esprit occupés. J'ai fait tourner une machine, j'ai nettoyé ma salle de bain de fond en comble. J'essayais d'effacer la saleté symbolique que je ressentais. Vers 22 heures, épuisée, je me suis effondrée sur mon canapé. Et là, j'ai fait l'erreur. L'erreur que l'on fait tous. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert Instagram. Un réflexe mécanique, une drogue pour esprit fatigué. Et je l'ai vue. Elle était là. La première publication en haut de mon fil d'actualité. Comme si l'algorithme lui-même conspirait contre moi, comme si la publication m'attendait. Une nouvelle publication de ma sœur, Clarisse. La photo a mis une seconde à charger, pixel par pixel, révélant lentement l'étendue de l'insulte. Elle était parfaite. Une photo digne d'un magazine. La grande salle de réception du château de Soie, avec ses murs de pierre brute et ses lustres dorés. Une table immense, dressée avec une élégance que je ne leur connaissais pas. Et eux. Ils étaient tous là. Ma mère, Mathilde, radieuse dans une robe couleur champagne, son visage rayonnant d'un bonheur que je lui voyais rarement. Mon père, Hervé, un peu rigide dans un costume neuf, mais il souriait, un verre à la main. Et Clarisse, bien sûr, au centre, levant sa coupe de champagne, l'air triomphant. Autour d'eux, tout le monde. Des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des amis de mes parents. Leurs voisins. J'ai compté. Rapidement. Il y avait au moins 40 personnes. 40. Ce n'était pas intime. Ce n'était pas petit. C'était une réception fastueuse. Et puis, mon regard a été attiré par la légende. Ces 4 mots, écrits en lettres capitales, qui ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Famille seulement. Enfin tous réunis. J'ai dû relire la phrase 3 fois. Mon cerveau refusait de la comprendre. Famille seulement. Mais, il y avait leurs voisins. Il y avait des amis. Et même si ce n'était que la famille. Tous réunis. Le souffle m'a manqué. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une maladresse de la part de Clarisse. C'était une déclaration. Une déclaration publique, délibérée, que je ne faisais pas partie de la famille. Que leur « tous » ne m'incluait pas.
Alors, j'étais quoi? J'étais l'étrangère? Le portefeuille sur pattes? Le distributeur automatique invisible qui, ironiquement, avait probablement financé cette mascarade? N'étais-je pas la seule raison pour laquelle ils avaient encore une maison où accrocher cette photo? Mes mains se sont mises à trembler. Une chaleur est montée le long de ma nuque. J'ai fait défiler les commentaires, comme pour chercher une preuve que je me trompais. Magnifique famille. Vous êtes absolument superbe. Quel bonheur. Joyeux anniversaire à vous deux. Et puis, le commentaire de ma mère, Mathilde. Ajouté il y a à peine 10 minutes. Je ne pourrais pas être plus fière de notre belle famille unie. Je vous aime tous. Famille unie. La rage est montée. Pas une rage chaude, explosive. Une rage froide. Précise. Clinique. Comme la lame d'un scalpel. Pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté d'analyser. J'ai arrêté de chercher des excuses. J'ai agi. Mon pouce a cliqué sur l'icône en forme de cœur. J'aime. Une petite provocation silencieuse. Et puis, j'ai cliqué sur « Commenter ». Mes doigts ont tapé la vérité. La seule vérité qui comptait à cet instant. La vérité financière. Félicitations. L'hypothèque et les impôts sont pour vous maintenant. J'ai appuyé sur « Publier » avant que la partie raisonnable de mon cerveau ne puisse m'arrêter. Le commentaire est apparu, net, brutal, juste sous les cœurs et les félicitations mielleuses. J'ai verrouillé mon téléphone. Je l'ai posé, écran vers le bas, sur la table basse. Je me suis levée, je suis allée dans la cuisine. Je me suis servi un grand verre d'eau. Mes mains ne tremblaient plus. Je me sentais étrangement calme. 5 minutes se sont écoulées. Peut-être 7. Mon téléphone a vibré. Une fois. Une notification. Puis il a vibré à nouveau. Et encore. Puis il s'est mis à vibrer frénétiquement, sans s'arrêter, bourdonnant sur le bois de la table basse comme un insecte en colère. Je suis retournée lentement dans le salon. Je l'ai retourné. L'écran était un déluge de notifications. Clarisse a supprimé votre commentaire. Clarisse a supprimé sa publication. Et puis, les appels. 30 appels manqués. Maman. Maman. Clarisse. Maman. Papa. Maman. Clarisse. Maman. Le téléphone s'est remis à sonner dans ma main. Maman s'affichait. J'ai regardé le nom. J'ai senti la panique dans cette sonnerie. J'ai appuyé sur le bouton latéral pour refuser l'appel. J'ai compris à cet instant. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils m'avaient délibérément exclu. Ils avaient pris mon argent, mais ils avaient rejeté ma personne. Et ce soir, en appuyant sur « Publier », je venais de couper le robinet. Leur visage souriant sur la photo, ils n'avaient aucune idée de ce qui venait de se passer. Cela n'avait pas commencé avec l'hypothèque. Ce serait trop simple. Cette dynamique, ce système toxique, était en place depuis mon enfance. Aussi loin que je me souvienne, Clarisse a toujours été le soleil. Et moi, j'étais l'ombre. L'ombre utilitaire. Quand nous étions enfants, Clarisse, de 2 ans ma cadette, dessinait des bonshommes bâtons difformes avec des crayons de cire pour la fête des mères. Ma mère, Mathilde, s'extasiait, les encadrait et les accrochait dans la cuisine comme des chefs-d'œuvre de la Renaissance. Une année, j'avais 9 ans. J'avais passé des mois à préparer un projet pour le concours scientifique régional. J'avais remporté le premier prix. Je suis rentrée à la maison, rayonnante, avec mon ruban bleu et un petit trophée en plastique. Maman m'a souri, m'a dit « C'est bien, Adeline, c'est très bien », puis elle a pris le ruban et l'a soigneusement glissé dans le tiroir du buffet. « On ne va pas s'en vanter, n'est-ce pas ?» m'avait-elle dit doucement. « Il ne faut pas être arrogante. Ce n'est pas modeste. » Clarisse, elle, avait le droit d'être arrogante. Ses moindres efforts étaient applaudis. Mes succès, eux, étaient attendus. C'était normal. J'étais l'intelligente, la sérieuse. Je n'avais pas besoin d'encouragement, apparemment. Ma valeur était une donnée acquise, pas quelque chose à célébrer.
En grandissant, ce schéma s'est simplement et naturellement transposé de l'affectif au financier. L'ombre est devenue le portefeuille. Quand la voiture familiale est tombée en panne alors que j'étais en 2e année de pharmacie, c'est moi qui ai vidé mon compte d'épargne-études pour payer les réparations. Tu es si raisonnable avec ton argent, Adeline, avait dit papa. Quand les factures médicales de papa se sont accumulées après sa retraite anticipée, une retraite qui ressemblait plus à un licenciement déguisé, c'est moi, jeune diplômé commençant à peine ma carrière, qui ai envoyé chèque après chèque. Tu comprends, ta sœur ne peut pas, elle essaie de lancer sa marque. Je me disais que je le faisais parce que c'était la bonne chose à faire. Parce que j'étais l'enfant responsable. Mais au fond de moi, je sais maintenant que ce n'était pas la vraie raison. La vérité, c'est que j'essayais désespérément d'acheter la reconnaissance que Clarisse recevait gratuitement. J'espérais bêtement qu'un jour, un de ces virements bancaires serait enfin suffisant. Qu'il me regarderait, vraiment, et dirait « Merci, Adeline. Nous te voyons. Tu comptes pour nous. Nous sommes fiers de toi. » Mais ce jour n'est jamais venu. Au lieu de cela, mes sacrifices sont devenus une attente. Une obligation non dite. Une taxe. Le prix à payer pour avoir le droit d'appartenir, même de loin, à cette famille. La situation s'est cristallisée il y a 3 ans, quand l'hypothèque est devenue le problème central. Papa avait fait de mauvais placements, paniqué après avoir perdu son travail. Il risquait de perdre la maison d'Angers. La maison où j'avais grandi. La maison où mon ruban bleu dormait toujours dans un tiroir. Maman m'a appelé, en larmes cette fois. C'était la grande performance, le final. Nous allons tout perdre, Adeline. Ta sœur ne peut pas gérer ça, tu le sais. Elle est si fragile depuis son divorce. Clarisse, la fragile. Fragile après un mariage de 2 ans qui s'était terminé parce qu'elle avait été, selon ses propres termes, incomprise. Un divorce qui, soit dit en passant, avait été financé en grande partie par mes soins pour l'aider à rebondir. Fragile en retournant vivre chez papa et maman, dans sa chambre d'adolescente, sans payer de loyer, bien sûr. Alors, j'ai payé. J'ai contacté la banque. J'ai mis en place un virement automatique. Le montant total de l'hypothèque. Chaque mois. Pendant 3 ans. Pas plus tard que le mois dernier, j'ai dû payer pour leur négligence combinée. Clarisse avait pris ma vieille Twingo, que je gardais à Angers pour mes rares visites et qui était toujours assurée à mon nom. Elle l'avait empruntée sans me le demander pour livrer des articles de sa boutique en ligne, une autre de ses entreprises vouées à l'échec. Elle avait embouti un muret. Maman m'avait appelé. Pas Clarisse. Maman. Adeline, la voiture est abîmée. Clarisse est terriblement secouée. Est-ce qu'elle va bien? Avais-je demandé, inquiète malgré moi. Oui, elle est juste très contrariée. Et honnêtement, Adeline, tu devrais mieux entretenir cette voiture. Les freins n'étaient pas très réactifs. C'est de la négligence de ta part. J'étais restée sans voix. Elle avait pris ma voiture, l'avait accidentée, et c'était de ma faute. J'ai payé les 800 € de réparation à distance, depuis Rennes. Pas un merci. Ni de Clarisse. Ni de maman. J'avais payé, une fois de plus, espérant acheter un peu de gratitude. Mais tout ce que j'ai eu, c'est le silence. Je n'avais pas réalisé que pour eux, ma valeur ne se mesurait pas en amour, en présence ou en succès. Elle se mesurait uniquement au zéro qui s'affichait sur mes virements bancaires. J'étais leur plan de sauvetage financier, rien de plus. Et ce soir-là, en commentant cette photo, j'avais enfin compris. La dynamique de ma famille était un écosystème toxique, un marécage soigneusement entretenu où chacun avait son rôle. Ma mère, Mathilde, en était l'architecte en chef. Elle était obsédée par l'image, par ce que les gens pensaient. Son travail de coordinatrice d'événements, même à temps partiel, lui donnait un avant-goût de ce monde de paraître. Une belle maison, une famille parfaite, des enfants qui réussissent. Mon succès en tant que biologiste, mes longues études, étaient utiles pour son image publique. C'était quelque chose dont elle pouvait se vanter auprès de ses amis. Mais ma présence physique, elle, était encombrante.
J'étais trop sérieuse, trop directe, trop réelle. Je ne jouais pas le jeu des faux-semblants. Clarisse, c'était autre chose. Elle était son chef-d'œuvre raté, et par conséquent, son projet favori, sa cause perdue. Clarisse avait fait une école d'art privée, dont j'avais payé une partie des frais de scolarité. Elle avait lancé 3, peut-être 4, entreprises en ligne qui avaient toutes fait faillite, financées par papa et maman, donc indirectement par moi. Elle avait fait un mariage éclair avec un homme aussi instable qu'elle. Quand elle est revenue à la maison, divorcée, endettée et pleine d'apitoiement sur elle-même, maman l'a accueillie non pas comme un échec, mais comme une héroïne tragique. Ma pauvre chérie, disait-elle aux voisins que je croisais lors de mes rares visites. Elle a tellement souffert. La vie a été si dure avec elle. Elle est si courageuse. Quand je venais leur rendre visite depuis Rennes, ce qui arrivait peut-être 3 ou 4 fois par an, l'atmosphère était lourde. Je me souviens d'un dîner, il y a environ 6 mois. J'avais suggéré, gentiment, que Clarisse pourrait peut-être chercher un vrai travail, même à temps partiel. Mettre son talent artistique au service d'une entreprise, peut-être en graphisme. Maman m'avait fusillé du regard. Un regard si froid qu'il m'avait glacé le sang. Adeline, tu ne comprends donc rien? Clarisse est une créative. Une artiste. Elle ne peut pas être enfermée dans un bureau de 9h à 17h comme toi. Ça la tuerait. Plus tard dans la soirée, je l'ai entendu dire à mon père dans la cuisine, sa voix basse mais sifflante, elle est si froide. Si dure. Elle ne comprend rien à la vraie vie, aux vraies difficultés. Elle n'a aucune empathie. La vraie vie. Moi, qui travaillais 60 heures par semaine, qui jonglais avec mes propres factures, mon propre loyer, et leur hypothèque, je ne comprenais pas la vraie vie. Et mon père, Hervé? Mon père était le pilier silencieux de ce système. Le complice passif. C'était un comptable à la retraite, un homme qui aimait les chiffres parce qu'ils étaient logiques, ordonnés, surtout, silencieux. Il détestait la confrontation plus que tout au monde. Sa devise dans la vie était « Ne faisons pas de vagues ». Après l'incident de la voiture, celui où j'avais dû payer les 800 € de réparation, je l'avais appelé. Seul à seul. Je voulais, pour une fois, contourner maman. Papa, avais-je dit, essayant de garder ma voix calme, professionnelle. J'ai vu la facture du garage. Tu étais là quand Clarisse a pris la voiture. Pourquoi tu l'as laissé faire? Pourquoi tu laisses maman me blâmer pour les freins? Il y eut un long, très long soupir à l'autre bout du fil. Ce soupir, je le connaissais par cœur. C'était le son de sa démission. Le son de sa lâcheté. Adeline. Écoute. Ce n'est qu'une voiture. Tu sais comment est ta mère. Elle est tellement stressée en ce moment avec l'organisation de leur anniversaire. Ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Laisse couler. C'est plus simple. Laisser couler 800 €, papa? Ce n'est pas grand-chose pour toi? Tu gagnes bien ta vie, Adeline. Mieux que nous tous réunis. Pour toi, ce n'est pas la fin du monde. Pour ta sœur, c'est différent. S'il te plaît. Sois l'adulte, Adeline. Et mon stress à moi, papa? Ma frustration? Mon sentiment d'injustice? Est-ce qu'il ne compte pas dans le budget de la famille? Je suis celle qui paie les factures, mais je suis aussi celle qui n'a pas le droit à la parole? Je n'ai pas dit tout ça. J'aurais tellement dû. J'ai juste dit, d'une voix morte, alors, c'est comme ça. Je paie, et je me tais. Il a encore soupiré. Ne sois pas si dramatique. Fais-le pour moi. Pour la paix. Et il a raccroché. Son silence n'était pas neutre. Son silence était un choix actif. C'était le prix qu'il payait pour sa propre tranquillité, une tranquillité financée par mon compte en banque et ma santé mentale. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le silence de mon père n'était pas de la neutralité. C'était une approbation. Avez-vous déjà été dans cette situation? Être la seule personne responsable dans un océan d'indifférence et de demande? Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous continué à payer, ou auriez-vous tout arrêté bien avant moi? Je suis curieuse de savoir ce que vous auriez fait à ma place.
Vous voyez le schéma, n'est-ce pas? Une personne sacrifiée. Une personne qui profite. Et une personne silencieuse qui permet à tout cela d'exister. Continuez à écouter, parce que ce silence de mon père allait bientôt lui coûter très, très cher. La semaine précédant la fête d'anniversaire, après l'appel de ma mère, je me sentais sale. Contaminée. Je suis allée prendre un café avec Manon après une longue journée au laboratoire. Manon est ma collègue, mais c'est plus que ça. C'est mon ancre dans la réalité. C'est une femme brillante, directe, qui n'a pas de temps à perdre avec les faux-semblants. Elle est la seule à qui j'ai avoué, un soir de fatigue extrême il y a 1 an, que je portais financièrement ma famille à bout de bras. Elle m'avait regardé sans jugement, et avait simplement dit, « Tu es une meilleure personne que moi. » Ou une plus grande idiote. Je n'ai pas encore décidé. Je lui ai raconté l'appel. L'excuse bidon du restaurant intime. L'invitation qui n'existait pas. Manon a remué son café, son regard acéré fixé sur moi. Elle n'a rien dit pendant une longue minute. Adeline, dit-elle enfin, sa voix calme mais tranchante. Tu passes tes journées à analyser des échantillons de sang. Tu cherches des toxines, des poisons, des infections, des choses qui rendent les gens malades. Oui, et alors, ai-je demandé, ne voyant pas où elle voulait en venir. Tu es la meilleure de notre service pour repérer une anomalie. Alors dis-moi, tu ne reconnais pas une toxine quand elle t'appelle directement sur ton téléphone? Ces mots m'ont frappé. C'était brutal, mais c'était la vérité la plus pure que j'avais entendue depuis des années. Mais c'est ma famille, Manon. Je ne peux pas juste. Juste quoi? Les laisser te vider de ton argent, de ton énergie et de ta dignité? Adeline, ils te traitent comme un distributeur automatique. Et maintenant, le distributeur n'est même plus invité à la fête de Noël de la banque. Ils te cachent. Ils ont honte de toi, ou alors ils ont peur que tu parles. Ce n'est pas si simple, ai-je murmuré, plus pour me convaincre moi-même que pour la convaincre elle. C'est exactement aussi simple que ça, a-t-elle rétorqué. Tu es leur sponsor. Pas leur fille. Cette conversation m'a hantée. Elle a tourné en boucle dans ma tête. Toxine. Sponsor. Mais une partie de moi, cette stupide petite fille de 9 ans qui voulait encore que son ruban bleu soit encadré, refusait d'abandonner. Elle refusait de croire que c'était si moche. Je me suis dit que maman était juste stressée par l'organisation. Que papa était faible. Qu'il ne pensait pas à mal. Alors, j'ai fait une dernière tentative. Une tentative pathétique, désespérée. Je suis allée en ligne ce soir-là. J'ai cherché un cadeau pour leurs 30 ans de mariage. J'ai trouvé un magnifique cadre photo en argent massif, d'une grande marque de luxe. C'était cher. Bien au-delà de ce que j'aurais dû dépenser. J'ai cliqué sur « Personnaliser ». J'ai fait graver « 30 ans d'amour ». Avec toute mon affection, Adeline. C'était un message. C'était un moyen de dire « Regardez. Je suis là. Même si vous ne m'invitez pas, je pense à vous. Je vous célèbre. S'il vous plaît, aimez-moi en retour. » Je l'ai fait emballer dans un papier cadeau luxueux et je l'ai fait livrer directement à leur adresse à Angers. 3 jours plus tard, en rentrant du travail, fatiguée, j'ai trouvé un colis devant ma porte. Le colis que j'avais envoyé. Il avait été refusé. L'autocollant de la poste indiquait « refusé par le destinataire ». Confuse, j'ai ouvert le carton. Peut-être une erreur? Non. La boîte cadeau était là. Dessus, il y avait un simple post-it, collé à la hâte. L'écriture était celle de ma mère. Nous en avons déjà trop. Pas la peine. J'ai regardé le cadre. L'argent brillait sous la lumière de mon entrée. Nous en avons déjà trop. Trop de quoi? Trop de cadres en argent? Ou trop de moi? Trop de mes tentatives pathétiques pour acheter leur amour? Mon effort était inutile. Ma présence était inutile. Mon cadeau était inutile. Seuls mes virements automatiques étaient utiles. J'ai repensé à la voix de maman au téléphone. Tu comprends, n'est-ce pas? Je commençais à comprendre.
bien plus qu'elle ne l'imaginait. J'ai pris le cadre en argent, dans sa belle boîte, et je l'ai rangé au fond de mon placard, derrière mes vieilles valises. Je ne l'ai pas renvoyé au magasin. Je l'ai gardé. Comme une preuve. Comme la lame froide d'un couteau planté dans mon dos. Les mots de Manon résonnaient dans ma tête. Toxine. Mais je ne savais pas encore que toxine n'était pas le bon mot. Ce n'était pas assez fort. Le bon mot était parasite. Et j'étais sur le point de découvrir, de la manière la plus brutale qui soit, à quel point il s'était enraciné profondément en moi. Au point de me voler non seulement mon argent, mais aussi mon propre nom. Les 2 semaines qui ont suivi la publication Instagram et mon commentaire incendiaire ont été un véritable tourbillon de silence et de panique contenue. Après le barrage initial de 30 appels manqués, que j'ai tous systématiquement ignorés, le silence s'est installé. Un silence lourd, épais, menaçant. J'avais tenu bon. Le lundi matin suivant la fête, mon premier geste en arrivant au laboratoire, avant même d'allumer les machines, avait été d'annuler le virement automatique de l'hypothèque. Mon doigt avait tremblé au-dessus de la souris, pas de peur, mais de libération. J'avais cliqué sur « Annuler le virement récurrent ». C'était fait. La première semaine fut silencieuse. Ils pensaient probablement que je boudais. Que c'était un caprice. Que Adeline, la fille si raisonnable, la compréhensive, reviendrait à la raison et que l'argent arriverait, juste avec un peu de retard. La 2e semaine, la réalité les a frappés. La banque a dû envoyer le premier avis de retard. Et la panique a commencé à s'infiltrer. Les messages de maman ont commencé. D'abord mielleux, puis inquiet. Adeline, ma chérie, j'espère que tu n'es pas fâchée. La banque n'arrête pas d'appeler. Il doit y avoir un problème avec le paiement. Est-ce que tout va bien avec ton compte? Je n'ai pas répondu. J'ai lu le message et j'ai verrouillé mon téléphone. 2 jours plus tard. Le ton avait changé. Adeline, c'est sérieux maintenant. Il parle de défaut de paiement. Tu dois appeler la banque immédiatement. C'est urgent. Urgent. J'étais leur service d'urgence financier. Puis Clarisse s'en est mêlée. Pas par message privé, bien sûr. C'eût été trop simple. Non. Publiquement. Une nouvelle publication sur son compte Instagram, qui était de nouveau actif après la suppression de la photo de la fête. C'était une photo d'elle, tenant la main de maman. Le tout baignait dans un filtre sépia mélancolique. La légende, certaines personnes oublient si vite qui les a élevées et a sacrifié tant de choses pour elles. Le cœur de maman est brisé, mais je serai toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Les commentaires de sympathie ont afflué. Courage, Clarisse. Ta mère a de la chance de t'avoir. Quelle tristesse de voir des enfants si ingrats. Tu es une fille merveilleuse. J'ai regardé mon téléphone. J'ai eu envie de vomir. J'étais devenue l'enfant ingrate. Celle qui brisait le cœur de maman. Pas celle qui payait ses factures depuis 3 ans. Pas celle qui venait d'être publiquement humiliée et exclue. J'ai fermé l'application. Et puis, le jeudi, la lettre est arrivée. Ce n'était pas une simple facture. C'était une enveloppe épaisse, cartonnée, officielle, de la banque. La banque de mes parents. Ce qui m'a glacé le sang, avant même de l'ouvrir, c'est l'adresse. Elle n'était pas adressée à « Monsieur et Madame Hervé », mon nom de famille, à Angers. Elle était adressée à « Mademoiselle Adeline », mon nom de famille. À mon appartement. À Rennes. Mon cœur s'est emballé. Pourquoi une lettre de leur banque m'était-elle adressée personnellement? Une lettre si officielle? Un frisson m'a parcouru. Toute ma vie professionnelle, j'ai eu une règle d'or, héritée de ma pratique de la biologie, la précision, le contrôle, la traçabilité. Dieu merci, j'avais suivi cette règle. J'avais transféré toutes mes adresses de correspondance bancaire, fiscale et officielle à Rennes dès que j'avais eu mon propre appartement, il y a 5 ans. Y compris pour les comptes sur lesquels j'avais aidé mes parents par le passé. C'était ma seule protection, ma seule trace. Ils avaient dû faire une erreur. Ils avaient dû oublier ce détail. Ils pensaient probablement que cette lettre, cet avis, irait à Angers.
Là où ils auraient pu l'intercepter. La cacher. La détruire. Mais elle était là. Dans mes mains. Mes doigts tremblaient. J'ai déchiré l'enveloppe. Ce n'était pas un simple rappel de paiement pour l'hypothèque que j'avais arrêtée. C'était un avis formel de mise en demeure avant recouvrement concernant un refinancement de prêt immobilier. Mes yeux ont scanné la page, cherchant un sens. Mon nom. Mon nom partout. À l'attention de Adeline, mon nom, emprunteur principal et garant. Emprunteur principal? J'ai regardé les chiffres. Le montant était astronomique. Bien plus élevé que le solde restant de l'hypothèque initiale. Et la date? Le refinancement avait été approuvé et signé électroniquement, il y a 2 mois. 2 mois. Bien avant la fête d'anniversaire. Bien avant mon commentaire. Je ne pouvais plus respirer. J'ai dû m'asseoir sur le sol de mon entrée. Je n'avais jamais rien signé. Je n'étais jamais allé à Angers pour un tel rendez-vous. Je n'avais jamais autorisé cela. Et pourtant, ma signature était partout sur le document, reproduite numériquement. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas de l'exclusion. Ce n'était pas de l'ingratitude. Ce n'était pas de la négligence. C'était un crime. Un acte calculé, froid. Et j'en étais la victime. Le lendemain matin, j'étais au laboratoire avant même que le soleil ne soit levé. Je n'avais pas dormi de la nuit. J'avais passé des heures à regarder cette lettre, le sang battant dans mes tempes. J'ai attendu 9 heures précises. J'ai appelé la banque. Ma voix était méconnaissable. Plate, sans aucune émotion. Une voix de clinicienne. J'ai demandé à parler au service des prêts immobiliers. J'ai donné le numéro de dossier. Après une attente interminable, j'ai finalement eu un certain Monsieur Cormier, un gestionnaire de compte. Monsieur Cormier, bonjour. Adeline, mon nom, à l'appareil. Je vous appelle au sujet du prêt numéro. Je vois qu'un refinancement a été effectué. Je n'ai jamais autorisé cela. Il y eut un silence surpris à l'autre bout du fil. Un instant, mademoiselle, mon nom. Je vérifie le dossier. J'entendais le cliquetis de son clavier. Ah. Si. Je vois le dossier. Il a été traité par notre agence d'Angers. Tout semble parfaitement en ordre. Le refinancement a été approuvé il y a 2 mois. Nous avons votre autorisation numérique. Votre autorisation numérique? Qu'est-ce que cela signifie, exactement? Eh bien, dit-il, avec une pointe d'impatience, cela a été signé électroniquement en utilisant vos identifiants d'accès habituels. L'adresse IP de la signature correspond à celle utilisée précédemment pour vos paiements mensuels. La signature électronique correspond. Tout est conforme. Mes identifiants. Mes anciens identifiants. Ceux que je leur avais donnés, il y a des années, pour les aider à gérer leur compte en ligne, avant de prendre en charge l'hypothèque moi-même. J'avais été si stupide. J'avais fait confiance. Je n'avais jamais pensé à révoquer cet accès. Monsieur Cormier, dis-je, ma voix devenant aussi froide que la glace. Je vous affirme que c'est une fraude. Je n'ai jamais signé cela. J'ai besoin d'une copie de l'intégralité des documents de ce refinancement. Immédiatement. Il est devenu nerveux. Je pouvais l'entendre. Mademoiselle, mon nom, c'est une accusation extrêmement grave. Je sais. Envoyez-les. Mon avocat vous contactera sous peu. Le mot « avocat » a eu un effet magique. Bien sûr. Je vous envoie tout cela par email sécurisé à l'adresse que nous avons au dossier, celle de Rennes. C'est exact. J'attends. 5 minutes plus tard, l'email est arrivé. Dossier de prêt sécurisé. J'ai cliqué. Et je me suis souvenu. Un email de la banque. Il y a 2 mois. Confirmation de votre refinancement. Je l'avais vu. Je m'en souvenais maintenant. Je l'avais ignoré, pensant que c'était un spam, une publicité de la banque pour me vendre un autre produit. Je l'avais supprimé sans même l'ouvrir. J'ai ouvert le PDF joint. Des dizaines de pages. Mon nom. Ma signature numérique.
Partout. J'ai fait défiler, mon cœur battant à tout rompre. J'ai dépassé les termes et conditions, les taux d'intérêt, jusqu'à la page « Distribution des fonds ». Mes yeux se sont arrêtés sur une ligne. Virement de 30 000 € à l'ordre de Clarisse Création SARL. Clarisse Création. La boutique en ligne pathétique de ma sœur. La bile est montée dans ma gorge. Une vague de nausées m'a submergée. Il ne s'était pas contenté de sauver la maison. Ils n'avaient pas seulement refinancé l'hypothèque pour que je continue à payer. Ils avaient augmenté le prêt. Ils avaient utilisé mon nom, ma réputation financière impeccable, mon historique de crédit, pour prendre 30 000 € supplémentaires. 30 000 €. Pour financer l'entreprise fantôme de Clarisse. Tout est devenu clair. La fête d'anniversaire. Le château de soie. Les robes neuves. Le champagne à flot. C'était mon argent. Mon argent volé. L'exclusion de la fête n'était pas une simple insulte. C'était une nécessité stratégique pour eux. Ils ne pouvaient pas m'avoir là-bas. J'aurais pu parler à un oncle. J'aurais pu poser une question. J'aurais pu découvrir la vérité. J'ai raccroché avec Monsieur Cormier, lui disant simplement que je contestais formellement la validité de ce prêt. J'ai attrapé mon sac. J'ai quitté le laboratoire en plein milieu de la journée. J'ai appelé Manon en marchant. Cette fois, je ne pleurais pas. J'étais au-delà des larmes. Ma voix tremblait, non pas de tristesse, mais d'une fureur contenue, glaciale. Manon, dis-je, en m'arrêtant au milieu du trottoir. Tu avais raison. Ce sont des toxines. Et j'ai besoin d'un avocat. J'ai besoin du meilleur avocat spécialisé en fraude immobilière et bancaire que tu puisses trouver. Maintenant. La trahison n'était plus une émotion. C'était une preuve. C'était un dossier. Je n'étais plus leur fille. J'étais leur victime. Et j'étais sur le point de devenir leur adversaire le plus redoutable. La semaine suivante, j'ai rencontré Maître Valette, l'avocat que Manon m'avait chaudement recommandé. C'était un homme petit, sec, la cinquantaine, avec des yeux vifs qui semblaient tout voir. Son bureau était impeccable, presque stérile. Il a examiné mes documents en silence pendant ce qui m'a semblé une éternité. Il a lu la lettre de la banque, le PDF du refinancement, les captures d'écran des messages de ma mère et de la publication de Clarisse. Puis il a relevé la tête, a joint ses mains sur son bureau, et a dit un seul mot, « Parfait. » « Parfait », ai-je répété, confuse. La fraude est flagrante, Adeline. Je peux m'occuper de ça. L'envoi de la lettre à votre adresse de Rennes est notre point de départ. C'est l'erreur qui les a trahis. L'adresse IP de la signature qui provient de leur domicile est la deuxième. Et le virement de 30 000 € directement à votre sœur, c'est la cerise sur le gâteau. C'est une fraude bancaire caractérisée et un abus de confiance aggravé. Nous allons les détruire. La violence de ces mots m'a étrangement réconforté. Il n'y avait pas d'émotion, juste une stratégie. Maître Valette a immédiatement envoyé une lettre recommandée à la banque, contestant formellement la validité du prêt pour cause de fraude et d'usurpation d'identité, et une autre à mes parents, les informant de la procédure. 2 jours plus tard, alors que la banque commençait à paniquer et avait dû geler le compte, j'ai reçu un message de Clarisse. Maman veut déjeuner. Ce week-end. Juste nous. Il est temps de parler. Ils avaient dû recevoir la lettre de l'avocat. Ils paniquaient. Juste nous. J'ai failli rire. Une nouvelle manipulation. Où et quand, ai-je répondu, froide. Elle a donné le nom d'un café chic et branché à Angers. Samedi. Midi. J'ai prévenu Maître Valette, qui m'a conseillé de ne rien dire, de ne rien signer, et d'enregistrer la conversation si possible. J'ai conduit les 2 heures de Rennes à Angers. Je n'ai pas mis de musique. J'ai juste écouté le bruit du moteur, mes mains agrippées au volant. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas triste. J'étais une biologiste se rendant à une analyse. Je venais prélever un échantillon de leur venin. Je suis arrivée. J'avais mon sac à main, et dedans, une copie de l'intégralité du dossier.
et mon téléphone en mode enregistrement. Ils étaient là. Tous les trois. Papa, maman et Clarisse. Assis à une table en terrasse, en plein soleil, faisant semblant d'être une famille normale qui déjeune. Juste nous, avait-elle dit. Un autre mensonge. Je me suis assise. Personne n'a parlé pendant une longue minute. C'était surréaliste. C'est maman qui a commencé. Sa voix tremblait, mais elle essayait de jouer la carte de la mère blessée, outrée. Adeline. Comment as-tu pu? Un avocat? Geler nos comptes? La banque nous appelle, ils parlent de fraude. C'est une fraude, maman. Je l'ai dit calmement. Le mot a plané dans l'air, au-dessus des tasses à café. Clarisse a sursauté, jouant l'innocence. Quoi? Mais non. C'était juste un arrangement. Un petit emprunt. On allait te le dire. M'arranger un prêt de 30 000 € sur mon nom? Pour ta boutique? Sans me le dire? Le visage de Clarisse est devenu blanc. Elle n'avait pas réalisé que je savais pour les 30 000 €. Elle pensait que c'était juste pour l'hypothèque. Papa n'a pas bougé. Il regardait sa tasse de café comme si c'était l'objet le plus intéressant du monde. Adeline, a repris maman, sa voix devenant suppliante. Les choses sont compliquées. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Tu n'as pas besoin d'impliquer des avocats. C'est sale. Ça va faire des histoires. Sale? J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti le dossier. Je l'ai posé sur la table en métal, faisant un bruit sec. Sale, c'est ça. J'ai sorti la première page. Emprunteur principal, Adeline, mon nom. J'ai sorti la page du virement. 30 000 €. Clarisse Création. Tu as utilisé ma signature, dis-je, en regardant maman droit dans les yeux. C'était pour le bien de la famille, a-t-elle crié, perdant enfin son sang-froid. Les gens des tables voisines se sont retournés. Pour garder la maison. Pour aider ta sœur qui est en difficulté. Non. Ma voix était basse, mais elle coupait l'air. C'était pour garder l'image. C'était pour payer vos fêtes et financer ses échecs. Une vraie famille ne vole pas ses propres enfants. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appuyé sur play. La voix de maman a rempli le silence. L'enregistrement de son message vocal de panique, 2 semaines plus tôt. Adeline, c'est urgent, la banque n'arrête pas d'appeler. Maman est devenue livide. Nous l'avons fait pour garder la famille unie, a-t-elle finalement murmuré, les larmes aux yeux. Je me suis levée. J'ai rangé mes papiers. Alors gardez-la. Sans moi. J'ai déposé une plainte officielle pour fraude et abus de confiance. La banque va enquêter. La justice va enquêter. Vous vouliez vous occuper de l'hypothèque? Félicitations. C'est chose faite. Je me suis retournée pour partir. Adeline, a crié maman, sa voix devenant hystérique. Tu ne peux pas nous faire ça. Je suis ta mère. Nous t'avons tout donné. Je me suis arrêtée. Je me suis retournée une dernière fois. J'ai regardé mon père, Hervé. Il n'avait toujours pas levé les yeux. Et toi, papa? Rien à dire? Pas un mot. Il est resté silencieux, fixant sa tasse. C'est bien ce que je pensais. Je suis partie. J'ai traversé la terrasse, la tête haute. Pour la première fois de ma vie, je marchais sans regarder en arrière. Je n'avais plus besoin d'eux. 3 mois plus tard, l'hiver s'était installé. Un hiver froid et humide à Rennes. Mais à l'intérieur de mon appartement, pour la première fois, je me sentais en sécurité, au chaud. La procédure judiciaire avait été d'une rapidité foudroyante. Maître Valette avait été, comme il l'avait promis, impitoyable. La preuve de la fraude était si évidente, si accablante, l'adresse IP, le virement direct à Clarisse, l'enregistrement de ma confrontation, que la banque n'avait même pas tenté de contester ma plainte. Pour éviter un scandale public et une poursuite contre elle pour négligence, la banque a immédiatement collaboré. Ils ont lancé leur propre enquête interne, ont reconnu la faille de sécurité
et ont annulé le prêt frauduleux de mon nom. Mon historique de crédit a été nettoyé. Mais l'histoire, bien sûr, ne s'est pas arrêtée là. La banque, furieuse de s'être fait avoir et de devoir absorber la perte, s'est retournée. Le prêt a été restructuré et mis au nom de mes parents, Hervé et Mathilde, pour le montant initial de l'hypothèque. Mais sans mon paiement mensuel, et avec leurs revenus dérisoires, ils ont été en défaut de paiement dès la première échéance. Et sans mon nom comme garantie, ils n'avaient plus aucun crédit. Plus aucune levier. Un mois après notre confrontation au café, j'ai reçu un appel de Maître Valette. La banque a entamé la procédure de saisie immobilière. La maison, ai-je demandé, ma voix neutre. La maison. Ils ne peuvent pas payer. Ils n'ont jamais pu. C'est aussi simple que cela. 3 mois après la fête d'anniversaire, un panneau « Saisie bancaire, vente aux enchères » a été planté sur la pelouse parfaitement entretenue de la maison d'Angers. La maison où j'avais grandi. La maison pour laquelle j'avais sacrifié 3 ans de mon salaire, 3 ans de ma tranquillité d'esprit. Et Clarisse ? La banque ne l'a pas oublié. Le virement de 30 000 € était une preuve irréfutable de détournement de fonds dans le cadre d'un prêt frauduleux. Ils l'ont poursuivi au civil pour récupérer la somme. Clarisse, bien sûr, n'avait pas un centime. L'argent avait été dépensé. En robe, en voyage, en futilité pour sa boutique en ligne qui n'avait jamais rien vendu. Elle a dû déclarer faillite personnelle. Sa Clarisse Création a été liquidée pour quelques centaines d'euros de matériel de bureau. J'ai appris par une cousine éloignée, la seule qui m'ait appelé pour me demander ma version de l'histoire, que Clarisse avait dû quitter la maison saisie avant même ses parents. Elle vivait sur le canapé d'une amie, passant de canapé en canapé. Son compte Instagram, autrefois si vibrant, était devenu silencieux. Quand Maître Valette m'a annoncé la nouvelle de la faillite de Clarisse et de la date de la vente de la maison, je n'ai pas célébré. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune satisfaction perverse. J'ai juste ressenti du vide. Et puis, un immense soulagement. Ce n'était pas une victoire. C'était une amputation. C'était la confirmation que la maladie était si avancée, la gangrène si étendue, qu'il avait fallu tout couper pour sauver le reste de ma vie. C'était le prix de la survie. Maman m'a appelé une dernière fois. D'un numéro inconnu, un téléphone prépayé probablement. J'ai décroché, par réflexe, pensant que c'était le laboratoire. Sa voix n'était plus mielleuse, ni autoritaire, ni hystérique. Elle était brisée. Creuse. Tu as tout détruit, Adeline. Tout. La maison. Ta sœur. Ton père. J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit ta propre famille. Elle attendait. Elle attendait que je m'excuse. Que je pleure. Que je dise « Non, maman, je vais arranger ça ». Que je redevienne le portefeuille. Je suis restée silencieuse une seconde. Non, maman. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de payer pour maintenir l'illusion. C'est vous qui avez tout cassé il y a bien longtemps. Adieu. J'ai raccroché. Et j'ai bloqué ce numéro aussi. Et mon père ? Hervé ? L'homme du silence ? Mon père n'a jamais appelé. Pas une seule fois. Son silence, jusqu'à la fin, a été son dernier et plus assourdissant aveu de complicité. Beaucoup d'entre vous pensent peut-être que c'est une fin amère. Que j'aurais dû pardonner. Que c'est ma famille, après tout. Mais le pardon ne peut pas exister sans repentir. Et ils n'ont jamais été désolés pour ce qu'ils ont fait. Ils étaient seulement désolés de s'être fait prendre. La partie la plus importante de mon histoire n'était pas leur chute. Ce n'était même pas la justice. C'était ma libération. Ce qui s'est passé ensuite, c'est ça, la vraie fin de l'histoire. Le printemps suivant, la vie était radicalement différente. Je n'ai pas déménagé de Rennes. J'aimais mon travail. J'aimais la précision, la vérité qu'il m'apportait chaque jour. J'aimais ma ville, l'anonymat qu'elle m'offrait. Mais j'ai déménagé. J'ai quitté mon petit appartement, celui où j'avais reçu tant de mauvaises nouvelles, celui où j'avais découvert la trahison. J'ai utilisé l'argent. Cet argent que je n'avais plus à envoyer à Angers.
Cet argent que j'avais épargné, mois après mois, pendant 3 ans. L'argent de l'hypothèque fantôme. Et j'ai versé un acompte. J'ai acheté mon propre appartement. Un endroit plus grand, plus lumineux, au dernier étage d'un immeuble récent, avec un grand balcon qui donnait sur le parc du Tabor. Un endroit que j'ai acheté avec mon argent. Et mon nom. Seulement le mien. Le jour où j'ai signé l'acte de vente chez le notaire, j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. L'air remplissait mes poumons en entier. Le tribunal a rendu sa décision finale peu de temps après. Mon nom a été officiellement et légalement retiré de toute dette frauduleuse passée, présente et future de mes parents. L'entière responsabilité du prêt refinancé, ou de ce qu'il en restait après la vente de la maison, retombait sur Hervé et Mathilde, mon nom. Monsieur Cormier, le banquier, m'a envoyé un court email professionnel, dossier clos. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, mademoiselle, mon nom, point. J'ai répondu 2 mots, merci pour votre professionnalisme. Ma mère disait toujours, quand j'étais enfant et que je me plaignais du froid, on ne peut rien faire pousser dans le froid, Adeline. Elle avait tort. Parfois, il faut l'hiver le plus froid, le plus brutal, pour tuer l'infection, pour nettoyer le sol, pour forcer les racines à s'enfoncer plus profondément. J'étais en convalescence. Je réapprenais à vivre. Je réapprenais à exister sans culpabilité. Je n'étais plus l'enfant responsable. Je n'étais plus le portefeuille. Je n'étais plus l'ombre. J'ai commencé à dépenser de l'argent pour moi. C'était étrange, au début. Presque coupable. J'ai acheté un nouveau canapé. Un vrai, un grand, un confortable. J'ai acheté des plantes pour mon balcon. Beaucoup de plantes. J'ai acheté un billet d'avion pour Lisbonne, un voyage que je repoussais depuis des années, faute d'argent. Je n'étais plus la réparatrice de la famille. Je devenais la bâtisseuse de ma propre vie. Un soir, en déballant le dernier carton, je suis tombée dessus. Au fond. Le cadre en argent. Celui qu'il m'avait renvoyé avec le post-it méprisant. Je l'ai sorti de sa boîte. L'argent était brillant, froid. J'ai regardé la gravure, 30 ans d'amour. J'ai souri. Un vrai sourire, cette fois, sans aucune amertume. Le lendemain, je l'ai déposé à une association caritative. Je n'en avais plus besoin. Ni comme cadeau, ni comme preuve. Dans ce même carton, il y avait une vieille photo de famille. Une de ces photos professionnelles, posées, que maman nous forçait à prendre chaque année pour Noël. Nous étions tous là. Souriants. L'image parfaite de la famille unie. J'étais sur le côté, comme d'habitude, souriant un peu trop fort, essayant si désespérément de faire partie du tableau. Je l'ai regardé longtemps. J'ai regardé la jeune Adeline, si avide d'approbation. Cette fois, je ne l'ai pas rangée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien ressenti. Je l'ai prise, je l'ai déchirée en 2, puis en 4, puis en 1000 morceaux, et je l'ai jetée calmement à la poubelle. Ce soir-là, j'ai dîné sur mon nouveau balcon, en regardant le soleil se coucher sur les arbres du parc. C'était calme. La paix est la chose la plus chère que j'ai jamais achetée. Et elle valait chaque centime. C'est mon histoire. La paix m'a coûté ma famille, ou du moins, l'illusion que j'en avais une. Et vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver? Avez-vous dû choisir entre votre propre santé mentale et une relation toxique, même si c'était avec votre propre famille? Partagez vos histoires, vos expériences dans les commentaires. Parfois, le simple fait de savoir qu'on n'est pas seul est le premier pas vers la guérison. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, merci de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur la vérité, la survie et la force incroyable qu'il faut pour se reconstruire. Merci de m'avoir écouté.